Bonjour. Comme vous vous en doutez sûrement, j'ai attendu la fin du comité de concertation afin de vous rendre une analyse de la situation de la crise sanitaire dans notre pays, tout en tenant compte de celle des autres et afin de voir à quelle sauce nous allions être mangés. Pour ce qui est de la sauce, je ne sais pas encore, mais pour l'accompagnement, je suis persuadé qu'il y aura des haricots car il est certain que ça va péter. Je crois qu'il est temps d'appeler un chat et probablement d'enregistrer et de partager cette vidéo parce qu'elle risque d'être épicée. Générique et bon appétit. En Belgique, toute la population attendait avec beaucoup d'espoir, ou d'utopie, le compte-rendu du comité de concertation de ce 14 avril. Le secteur de l'Horeca était particulièrement remonté, au même titre que les eaux de la Meuse, qui avaient reçu l'apport de 45 millions de litres de bière périmée, traitée pour la circonstance, ou du moins, on l'espère, faute de quoi de nombreuses truites et carpes risquaient d'être cuites avant même d'être pêchées. Pourquoi cela me fait-il penser à Fukushima et à l'évacuation de ces millions de litres d'eau irradiée dans les vagues de l'océan aux grandes dames de la Chine, que l'on en viendrait bien à plaindre si on en avait le temps. La bulle sociale allait-elle éclater officiellement là où chacun sait maintenant qu'elle n'est plus respectée? Les restaurants allaient-ils pouvoir reprendre leurs activités ailleurs que dans les lieux clandestins fréquentés pour certains par les membres du gouvernement? Le couvre-feu allait-il disparaître alors que la marmite est depuis longtemps déjà en ébullition? On avait déjà eu un semblant de réponse à ces questions sous la forme d'une carte blanche rédigée peu de temps au préalable par 3 spécialistes de la question qui proposaient de remplacer le confinement de secteurs entiers qui selon eux n'avaient plus guère de sens, par des études ciblées par type d'établissement, de manière à mettre en place des zones Covid-safe. Dans ce cas, cela aurait permis, par exemple, à certains coiffeurs d'ouvrir alors que cela n'aurait pas été autorisé à d'autres, une mesure apparemment discriminatoire lorsque l'on sait que tous les coiffeurs avaient pu reprendre leurs activités récemment à condition de respecter certaines règles déjà pénibles quand elles n'étaient pas ridicules, mais aussi en engageant des investissements souvent non négligeables en matière de traitement de l'air. En apparence, cette nouvelle façon de voir les choses aurait permis de mettre un peu de baume sur les blessures, notamment en ouvrant au moins les terrasses des cafés et des restos. Et c'était toutefois oublier un peu vite que certains établissements n'en disposent pas de terrasses, que d'autres n'en ont que de taille modeste et que d'autres encore en ont de gigantesques, mais que de toute façon, ce n'est pas ça qui aurait changé grand-chose, puisque de toute manière, les conditions météorologiques de notre pays ont surtout l'avantage de pouvoir prendre son repas tout en faisant la vaisselle. À défaut de Vladimir pour la vaisselle, on n'aurait eu qu'à se servir du gel hydroalcoolique. Dans toute cette histoire, on oubliait aussi, semble-t-il, que l'analyse de tous ces établissements, en vue d'en faire des lieux sains, où l'on ne risquait pas de se faire contaminer, aurait pris un certain temps, comme l'aurait dit le regretté Fernand Reynaud, le temps que quelques incubations ou de quelques inhumations. L'histoire ne dit pas non plus comment on aurait rendu certains lieux sains encore plus sains. Plus sain que ça, cela me fait penser aux métiers de contact non médicaux, lesquels pourraient donc rouvrir prochainement d'ici quelques jours donc. Pour éviter tout quiproquo à l'usage de ceux qui auraient l'esprit mal tourné, je ne pense pas ici aux personnes qui exercent le plus vieux métier du monde et qui devraient toujours exercer masqués et à 1,50 m de distanciation physique, sans bise ni serrage de main, mais plutôt aux manucures et aux tatoueurs, pour ne citer que ceux-là. Quand on y pense, ils doivent tout de même se poser des questions, puisqu'ils vont pouvoir rouvrir prochainement après s'être conformés aux règles indispensables qui leur ont permis de fermer. Dans tout cela, je ne comprends pas vraiment le manque de réaction des gérants de magasins dits non essentiels suite à leur refermeture, alors que notre ministre Van den Broek avait dit précédemment qu'il n'était pas du tout incriminé, mais qu'il ne s'agissait que d'une manœuvre psychologique. En tout cas, concernant l'Horeca, on pouvait lire dans la dernière heure « Le ministre Van den Broek ne se rend pas compte à quel point la situation est explosive dans les coulisses du Cairn de ce lundi ». Je vous mets un lien dans l'article, dans le descriptif ci-dessous, bien qu'il ne soit disponible en pleine lecture que pour les abonnés, mais le titre est déjà assez éloquent et la situation n'a guère changé depuis, puisque le bourgmestre de Liège n'a pas hésité à soutenir cafetiers et restaurateurs en signalant que les effectifs policiers ne lui permettraient pas de s'opposer à une réouverture massive des établissements, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
Bien entendu, notre Premier ministre Alexander De Croo, qui semble avoir la dent longue contre ce secteur, avait un appel au sens des responsabilités et à la solidarité des bourgmestres et de la population. En remettant une couche, Ignacio de la Serna, procureur général, a rappelé que la loi, c'est la loi, même si en fait ce n'est pas une loi mais une circulaire, et que même s'il s'agissait de plus que cela, le tribunal de première instance en a déjà condamné l'État à revoir le caractère légal de ces dispositions, sauf qu'un délai de 30 jours a été accordé en attendant les astreintes, et sauf que l'État a fait appel de cette décision. Sachant que l'appel n'est pas suspensif, on risque fort de s'orienter vers un imbroglio juridique ahurissant, et plus d'un magistrat risque de s'arracher les cheveux, raison de plus pour ouvrir les salons de coiffure. Cela dit, outre l'aspect légal de la question, et connaissant le tempérament plutôt chaud des gens de la région, je vais parler de celle de Liège, déjà mis récemment sous haute tension, je crains fort qu'en cas d'irruption des bleus, certains voient rouge et qu'il y ait de la viande froide. C'est aussi qu'avec les gens qui sont ronds dans le carré, il va être difficile d'arrondir les angles et qu'il ne leur suffira pas de leur dire arrête comme s'il y avait un triangle renversé. C'est qu'à Lich, on sait que le Plumirgo, c'est tout dit pour les éléphants, mais que le stade de Sclessin reste vide pendant un an, c'est presque un crime de lèse-majesté. Revenons-en au comité de consternation et au travail de nos sinistres. Ceux-ci ont fait un effort remarquable en procédant à un calcul digne de Cienzano, une augmentation de 100% du nombre de personnes que l'on peut accepter dans notre bulle sociale. Celle-ci passe donc de 1 à 2. Dans la même foulée, le couvre-feu sera supprimé, remplacé par une interdiction de rassemblement de plus de 3 personnes. Quel bonheur! Il est minuit, docteur Schwabzer. Et allez, tant qu'on y est, les commerces non essentiels pourront bientôt à nouveau exercer sans rendez-vous. Waouh! Allez, courage, plus que quelques jours à galérer avec une perte de chiffre d'affaires de 65 à 85%. Ben oui, on peut bien attendre puisque ce n'est pas essentiel. Ça dépend juste pour qui. Dans tout cela, on voit quand même très bien se dessiner tout doucement la fin du tunnel. Bon, tout doucement, très doucement, si tout va bien, si la situation sanitaire le permet, si les chiffres sont bons, si on n'est pas obligé de faire machine arrière en raison de l'occupation des soins intensifs, si un nouveau variant ne fait pas son apparition, si une autre pandémie ne devait pas surgir, si tout le monde se tient bien à carreau, si tout le monde obéit consciencieusement aux dispositions sanitaires qui se montrent surtout efficaces là où on ne les applique pas, si tout le monde se montre solidaire et respectueux de la santé de l'autre, qui risque tout de même de mourir, au même titre que 0,05% de la population atteinte, si on ne fait pas comme au Texas ou en Californie, où tout est ouvert et où tout se passe bien, et puis surtout, si on se fait vacciner en masse. Là était le véritable leitmotiv de ce Codeco. Vacciner, 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 vacciner. Vaccination, vaccination, vaccination. Vaccin, vaccin, vaccin. Ça sonne comme le tocsin. C'est le disque rayé qu'évoquait Dominique Demoulin, journaliste sur RTL TVI. Le vaccin, c'est la seule et unique clé, la seule porte de sortie de la pandémie à Covid-19. C'est le seul moyen de s'en sortir. That's the only way. C'est de enige oplossing. Dominique Demoulin, c'est cet excellent professionnel de l'information qui suscite mon admiration car tout au début de la pandémie, fort de sa boule de cristal, elle avait posé l'excellente question: y aura-t-il un avant et un après Covid-19? Punaise, quelle clairvoyance! Ce n'est pas de l'ironie, hein. Je me demande vraiment s'il s'agissait d'une simple remarque quant à un événement très singulier ou si cela provenait d'une source d'information émanant de hautes instances. Mais dans ce cas, de quelles instances s'agissait-il et quel était le rapport avec la presse? Quoi qu'il en soit, cela me fait penser à ces propos sibyllins d'un certain Sarkozy qui parlait de l'arrivée du nouvel ordre mondial en ces termes, je cite, « contre qui personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer ». En effet, ce ne sera certainement pas le professeur Raoult et son hydroxychloroquine, avec ou sans son azithromycine, avec ou sans zinc et vitamine D, ni l'ivermectine, ni la colchicine, ni la doxycycline, ni l'artémisia, ni le multisonide. Tiens, à ce propos, ce médicament m'avait été prescrit tout au début de la pandémie pour une autre affection, laquelle m'avait d'ailleurs interdit de travailler parce que
Cela provoquait un effet immunodépresseur, donc incompatible avec le risque de contamination au Covid. Et maintenant, cela soignerait, je ne sais par quel miracle, le grand diable couronné. Alors, en admettant que ce soit efficace contre le Covid, ce qui n'est absolument pas prouvé à l'heure actuelle, je n'en manque pas, comme vous voyez, c'est pas ça qui me manque. Et en plus, ça m'a été délivré gratuitement. Cet échantillon médical ne peut être vendu. Ça, c'est dommage pour le laboratoire pharmaceutique, pas de chance. Donc, moi, je suis théoriquement paré en cas de contamination, quoique, comme je vous l'ai dit, bon, premièrement, je ne suis pas médecin, deuxièmement, pas d'automédication, et rien n'est prouvé, ce n'est pour l'instant qu'un on dit, donc à vérifier. Et bon, de toute façon, si on se base sur ce qui a été dit des autres traitements possibles, je crois qu'on peut directement l'exclure. Oh, à ce propos, je vous invite à prendre connaissance de cette vidéo de M. Asselineau jusqu'au bout. Oui, faites un petit effort, on n'en est pas à un effort près, n'est-ce pas? Et bon, je reprends ma liste, ce ne sera pas non plus le professeur Christian Perron qui a écrit « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Et puis maintenant, décidément, ils n'ont toujours rien compris. Ce ne sera pas Fourtillan. Oh, à propos du professeur Fourtillan, ça vient juste de sortir. Il aurait de nouveau fait l'objet donc d'un enlèvement, c'est-à-dire en fait par les autorités, menottes au point. Et bon, c'est la raison pour laquelle je vous mets in extremis une fiche de suggestion d'un cher collègue que vous trouverez, si tout va bien, ci-dessus. Ni Toubiana, ni Toussaint, ni Montaigne, pourtant prix Nobel, ni Jean-Luc Galland, ni Michel, je parle de Jean-Dominique, ce ne sera probablement pas non plus Madame Alexandra Henrion-Caude ou John Ioannidis, et tant d'autres, tous sous le feu de la censure ou d'une opposition curieusement conforme au consensus général qui préconise, sous le couvert de la protection de la santé du peuple, de le faire crever à petit feu, en faisant finalement plus de victimes indirectes que le Covid lui-même. Dans ces chiffres du jour, Cienzano devrait également mentionner le nombre de suicides qui surviennent dans nos chaumières, même le suicide de jeunes enfants, ce qui est assez inédit, avouons-le, le nombre de dépressions, le nombre de faillites, le nombre de personnes qui périront faute de soins par la déprogrammation des interventions non urgentes, un véritable réservoir de morts pour un futur plus ou moins proche. Et d'ailleurs, le nombre de morts présumés du Covid augmente effectivement dans notre pays, dépassant maintenant les 40 par jour, des chiffres qui ont toujours tendance à remonter juste avant un comité de concertation. Et comme par hasard, alors que je préparais ce texte, l'actualité du pays nous signalait que les soins intensifs de notre pays allaient bientôt arriver à saturation. Il restait moins d'un lit par hôpital. Donc, c'est deux choses l'une, ou bien il faudra en mettre 2 par lit, ce qui n'est guère envisageable, car il faut respecter une distance d'1,50 m, ne l'oublions pas, ou bien il faudra choisir. Il y a un point que je vais me permettre de rappeler, c'est que mon défi tient toujours, mais que personne n'y donne suite, à savoir que je me tenais à la disposition de n'importe quel hôpital belge dans le but d'y réaliser un reportage sur la situation sanitaire en ces murs, histoire de permettre à la population de mieux se rendre compte de la gravité de la situation. Cela me paraîtrait particulièrement opportun si l'on voulait absolument sensibiliser la population et la convaincre de la nécessité de la solidarité que l'on exige de celle-ci. Mais apparemment, on préfère toujours que les gens croient sans avoir vu, tout en leur reprochant leur croyance en un Dieu très hypothétique pour lequel on n'a aucune preuve de l'existence. J'aimerais aussi savoir si dans la situation actuelle, les hôpitaux privés ont été sollicités ou si, comme cela fut le cas précédemment, des médecins et des infirmières s'y croisent encore les bras pendant que d'autres s'échinent et sont à bout. S'échinent, zut, je ne l'ai pas fait exprès, désolé. Il est temps que l'on se rende compte qu'il y a quelque chose de très paradoxal à tant d'obstination dans l'insistance à faire en sorte que tout le monde se fasse vacciner contre une maladie qui présente une létalité aussi faible, que l'on utilise un principe qui ne permet pas de retrouver ses libertés, comme le Conseil d'État en France en a fait récemment la preuve, que l'on applique des mesures liberticides indéfiniment prolongées qui, elles, ont bel et bien un résultat mortifère à grande échelle, que l'on veut administrer un vaccin à procédé
révolutionnaire et qui a pourtant été réalisé en un temps record, mais dont il est absolument impossible d'évaluer les effets secondaires à long terme, à moins d'avoir pu anticiper les événements, deux cas dans lesquels la situation serait éminemment suspecte. Il est temps que l'on se rende compte aussi que la crise sanitaire que nous vivons depuis maintenant plus d'un an a été émaillée de scandales dont la trame semble dénoter une intention très malicieuse. Des scandales qui n'empêchent pas la récidive et la persévérance dans l'erreur. On ne corrige pas le tir, on n'assure pas l'intendance. Et donc, puisque les aides de l'État sont largement insuffisantes, à condition seulement qu'elles arrivent, on divise les unités autant qu'on le peut. On dresse les soldats les uns contre les autres. On écarte et l'on balaye les héros qui luttent contre la désinformation, et ce, au profit d'un ARN messager. On fait l'impasse sur la prévention et le soin précoce, là où l'on a déjà et de longue date sabordé le navire du milieu hospitalier et du service médical. On favorise les tirs amis au gré de la délation des collabos, on promeut la propagande et avec ça, on voudrait peut-être que l'on gagne la guerre. Il est temps que l'on se rende compte que les libertés que nous avons laissé nous voler ne nous seront probablement jamais rendues, ou qu'elles seront, elles le sont déjà, subordonnées à une condition sine qua non, le vaccin. Nous sommes les otages des laboratoires pharmaceutiques et en même temps, qu'ils le veuillent ou non, nous en sommes les cobayes, puisque nous constituons nous-mêmes les éléments de test de la phase 3. Nous sommes les jouets sacrifiés de colossales manœuvres financières auxquelles nos gouvernements ne peuvent que céder. Il est temps que l'on se rende compte que la situation que nous vivons a été préparée de longue date. Le délabrement de notre milieu hospitalier ne date pas d'hier. Il se noie depuis longtemps, mais on lui pousse encore sur la tête. La délation a subrepticement été induite au sein de la population par le biais du terrorisme. Hier, vous dénonciez les agissements apparemment annonciateurs d'attentats. Aujourd'hui, vous dénoncez les dangereux délinquants qui font la fête. Mais s'ils sont ministres chez Chalençon ou députés sans caleçon, vous trouvez ça normal. J'allais dire que ça n'ébranle personne, mais cela risquerait d'être mal compris. La population a soigneusement été refroidie dans son ardeur à défendre ses libertés grâce au traitement spectaculaire infligé aux gilets jaunes. Ne voyez-vous donc pas comment se mettent ensemble les pièces du puzzle? Est-ce que vous percevez enfin le danger? Est-ce que vous voyez les taux se resserrer? Il y a quelques mois de cela, je crois que c'était Frédéric Jacobs, pardonnez-moi si je me trompe, ma mémoire me fait peut-être faux bon, qui disait que les théoriciens du complot vivaient de belles heures. On voit aujourd'hui qu'ils avaient complètement raison, ou au moins à 99%. En fait, dans certains cas, ils étaient même encore en dessous de la réalité. Une réalité qui s'annonce bel et bien orwellienne, et en tout cas très sombre. Très sombre. Mais je voudrais terminer sur une note qui, à défaut d'être beaucoup plus réjouissante, sera peut-être un peu plus humoristique. Si l'on ne sait pas quoi faire des eaux de Fukushima, pourquoi ne pas les recycler dans les autopompes de notre police? Ce serait peut-être faire une pierre deux coups. Plutôt que de polluer la Meuse avec de la bière périmée, si on utilisait le même procédé dans les canons à eau, quitte à trinquer grave, au moins que cela ait un air festif. Allez, ne croyez pas que nous soyons au bout du rouleau, on a assez de réserves de papier cul. Et puis, je l'ai entendu aujourd'hui même sur les ondes de BRTL, émanant d'un représentant du syndicat de la police, M. Bellin, les effectifs policiers ne sont pas seulement insuffisants, ils sont aussi à genoux. Ils n'en peuvent plus non plus, ils sont fatigués et plutôt démoralisés. En effet, si l'on accepte les quelques cow-boys toujours prêts à renverser les gens avec leur cheval, beaucoup de gardiens de la paix ne se reconnaissent plus dans leur profession, qui consiste en principe à défendre les citoyens, et ils admettent qu'il serait plus utile de démanteler les réseaux de drogue ou de pédophilie, de lutter plutôt contre la véritable criminalité, au lieu de s'attaquer à des gens honnêtes qui demandent simplement de pouvoir travailler afin de survivre. La loi, c'est la loi, d'accord, mais pour autant que la loi soit de bonne loi. Allez, j'en ai dit assez pour aujourd'hui, et aussi pour certaines instances qui risquent de se trouver mal. À dans pas longtemps, si la plateforme le permet, mais de toute façon, je ne lâcherai pas le morceau, parce que j'aime bien de pouvoir me regarder dans le miroir sans devoir baisser les yeux. Salut, à bientôt, bye.
Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se foutant du Covid et de sa clique. Moi, des piles que bien sympathiques. Ah tiens, vous étiez encore là? Oh pardon, excusez-moi. On va peut-être encore pleuvoir.